Donc, je vous remercie beaucoup de vous être déplacé par ce froid et d'avoir quand même pu venir malgré le déplacement de la conférence en raison de la grève. Et j'espère que cette heure d'échange, enfin cette heure de conférence qui va précéder les échanges, vont au moins vous donner à avoir l'impression de dire ça valait la peine de venir dans le froid. En même temps, j'ai un challenge, c'est que parler de l'attachement, qui est quand même une théorie pas très très bien connue en France, juste en une heure, a le redoutable risque de soit faire paraître quelque chose de très schématique et que vous disiez quoi ça on le savait, ou c'est vraiment très simple, c'est très comportemental, soit de donner quelques petits aperçus d'une théorie quand même extrêmement complexe, mais où là on risque de se perdre dans des notions que je ne pourrais jamais donner en une heure. Alors j'ai décidé de le présenter comme nous le faisons quand nous recevons en clinique des parents avec leurs jeunes enfants, qui se posent beaucoup de questions sur les besoins de leur enfant, qui se posent beaucoup de questions sur l'interprétation qu'ils doivent faire de leur comportement ou des réponses, de quels besoins ils doivent satisfaire. Et c'est comme ça que j'ai essayé de vous présenter quelques-uns des aspects de la théorie de l'attachement. Ce que je vais surtout essayer de traiter aujourd'hui, c'est à la lumière en fait de tout ce qui était le synopsis des thèmes généraux du cycle de cette année. En quoi la théorie de l'attachement nous aide beaucoup à comprendre comment les bébés peuvent explorer le monde. Et ce sera le concept de base de sécurité. J'essaierai aussi, très schématiquement, mais juste vous donner quelques pistes de comment l'enfant se développe et grandit dans les interactions précoces, nous le savons tous, mais quelles sont particulièrement les caractéristiques des interactions précoces qui répondent à ce que nous allons appeler les besoins d'attachement. Et enfin, j'espère en avoir le temps, sinon on aura dans la discussion, très brièvement, la manière dont on peut considérer que l'attachement et la sécurité ou l'insécurité peuvent jouer un rôle dans la prédiction ou la prévention de comportements plus pathologiques ou en tout cas de risques de comportements pathologiques ultérieurement. Et je me limiterai beaucoup, comme je l'ai mis à la petite enfance, et vraiment dans les premiers mois, première année. Juste un bref historique. La théorie de l'attachement a été initialement conçue et les précurseurs sont Bowlby et Ainsworth et elle a vraiment commencé à être élaborée dans les années 60. Mais le troisième tome de l'œuvre de Bowlby, qui est vraiment l'apothéose de son œuvre, n'est que de 1982. C'est donc une théorie extrêmement récente et dont on dit qu'elle a donné une révolution scientifique dans le domaine de la psychologie pour la fin du XXe siècle, comme l'a été la psychanalyse pour la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Et peut-être que mon propos va vous étonner, car en France, cette théorie est très mal connue. Alors qu'elle est en plein développement et que dans le monde entier, elle a révolutionné les pratiques, à la fois dans la petite enfance, mais également dans la conception d'énormes domaines, en particulier de la psychologie adulte, de la psychiatrie adulte, de la psychothérapie, etc. Quel est le focus de la théorie de l'attachement? Alors j'ai essayé en même temps de mettre des photos, parce qu'en fait, si on voulait parler de l'attachement, il faudrait que nous allions tous ensemble dans un square, dans un bus, que nous allions aussi un petit peu au zoo quand même, pour voir combien nous sommes aussi dans le monde du vivant. Et que c'est vrai que parler de l'attachement sans parler de photos, c'est compliqué. Alors quand je reçois mes parents, c'est beaucoup plus simple, parce que j'ai les parents et les enfants, et c'est tellement simple de dire « Regardez là, vous avez vu ce qui s'est passé quand vous avez fait cela, ou vous avez vu à quel moment il a fait cela, ou vous avez vu comment la manière que vous avez de lui répondre a déclenché telle ou telle chaîne de comportement. » Là, ça va être plus difficile. Alors, au fur et à mesure du topo, je vais me chauffer un petit peu. Je pense que je vous donnerai quelques exemples cliniques. Et puis, je vous engagerai tous à penser soit aux enfants que vous avez, soit aux enfants que vous avez eus, que vous gardez, à vos petits-enfants. Enfin, ça dépend de l'âge que vous avez, ça dépend de la profession que vous avez. Mais de revoir un petit peu les enfants que vous avez côtoyés. Et puis peut-être de penser aussi à l'enfant qui a été en vous. Quand on fait le diplôme universitaire de l'attachement, je suis toujours très émue de voir qu'il y a pratiquement à chaque séance du DU quelqu'un qui pleure et qui dit « Ah, je sens des besoins émotionnels auxquels je n'avais jamais pensé de cette sorte-là. Et là, je sens que quelque chose correspond à ce que je vis. » Alors revenons maintenant plus précisément à ce que c'est que l'attachement. L'idée dans l'attachement, c'est de comprendre
une des dimensions, et je vais dire un système motivationnel, j'y reviendrai, car a priori, vous n'êtes pas forcément obligé de savoir ce qu'est un système motivationnel. Qu'est-ce qui fait? Quels sont dans les liens émotionnels durables, uniques, importants que crée le bébé avec ses parents? Quelle va être la part de l'attachement? Et quelles vont être les conséquences tout au long du développement? Ça n'est donc pas une théorie générale du développement. Être attaché, c'est une des dimensions du lien parent-bébé. Et ça, c'est très important, car dans l'idée de l'attachement, nous prenons ce mot-là dans un sens très banal. Tout le temps dans la journée, vous dites « je suis très attaché »,« il est très attaché ». Ça veut dire que vous aimez bien quelqu'un, que vous avez un sentiment très fort avec lui. L'attachement, dans la théorie de l'attachement, les besoins de l'attachement du bébé, qui nous verrons sont universels, ça n'est pas du tout ça. C'est une des dimensions de cela. Être attaché, ça va être uniquement cette dimension du lien affectif avec une personne qui fait qu'on recherche d'elle la sécurité ou la proximité en cas de détresse. Le bébé est biologiquement programmé, tous les bébés humains sont biologiquement programmés pour rechercher la proximité d'une personne ou de plusieurs personnes adultes qui sont autour de lui. Un bébé seul n'existe pas, lorsqu'il est en situation de détresse et d'alarme, et ça tout au long de la vie. Et pour vous donner un exemple, je vais vous donner juste cette situation à laquelle vous allez réfléchir. Vous venez d'avoir une mauvaise nouvelle, un événement difficile, ça ne va pas bien. À qui parmi vos proches vous avez envie de vous confier? Je parierais que vous avez en général entre 1 et 3 figures à peu près. Maintenant, je vous dis, vous avez une après-midi de libre, vous pouvez aller faire quelque chose d'agréable avec des gens que vous aimez bien. À qui vous pensez? Eh bien, certaines personnes seront dans les deux groupes, mais certaines ne seront pas dans les deux groupes. Il y a des personnes à qui vous allez vous confier en cas de détresse, dont vous aurez envie d'avoir l'évocation au téléphone quand ça n'ira pas. Passer plus d'une demi-heure avec elles pour s'amuser, non, vraiment. Vous avez des amis avec qui vous adorez passer 3 heures, mais ils ne sont pas là. Bon, c'est dommage, mais ce n'est pas très grave. Est-ce que vous sentez que vous avez bien là un lien différent avec ces personnes? Parce que les besoins satisfaits par ce lien ne sont pas les mêmes, et ceci, c'est une poursuite à l'âge adulte de ce que le bébé va construire dans ces différentes dimensions du lien avec ceux qui l'élèvent. Et le lien d'attachement, c'est la recherche de la proximité en cas de détresse. Alors, je vous ai fait des diagrammes et des petites photos. Quand le bébé est en état d'alarme ou en état de détresse, et vous savez, il n'y a bien que les adultes pour penser qu'être bébé est quelque chose de merveilleux. Il faut avoir jamais vu un bébé. C'est quand même une lutte de tous les instants pour réguler son état physiologique, pour comprendre le monde, pour comprendre qu'il peut avoir peur et ne pas y arriver tout seul. C'est très pénible d'être un bébé. À quel moment le bébé est bien? Quand il dort, pour peu qu'il n'ait pas de colique, et quand il est près ou dans les bras de ceux qui l'élèvent. Dès qu'il y a une détresse, et j'y reviendrai tout à l'heure, son système d'alarme est activé. Et immédiatement, son attachement est activé. C'est-à-dire que c'est automatique, c'est instinctif. Et qu'est-ce qui va se passer? Le bébé va exprimer un répertoire de comportements dont je vais voir le côté de plus en plus large du comportement. Dans nos théories modernes, une pensée est un comportement. C'est un acte biologique, avec une signification psychologique. Mais les comportements vont de plus le plus physique jusqu'au plus le mentalisé, comme l'espèce humaine est la seule à savoir le faire. Qu'est-ce que fait le bébé quand le système d'attachement est activé? Ça, personne ne le sait. Mais ce que toutes les mamans disent quand elles ont un bébé, pas toutes, beaucoup, disent « pourquoi il pleure ?» Alors comme je dis, quand la puéricultrice dit « c'est pour faire ses poumons », ennuyeux. Il ne pleure pas pour faire les poumons. Le bébé, il pleure et il est programmé. Les bébés qui ne pleurent pas, c'est très ennuyeux, c'est pas bon signe en termes de développement personnel, neuropsychologique. Le bébé a tout un répertoire. Au début, quand il est bébé, c'est pleurer, crier, qui font quoi? Qu'est-ce qui se passe quand un bébé pleure? Normalement, donc c'est à peu près la majorité des cas dans la vie de tous les jours, dans les populations générales, un adulte arrive. Un adulte arrive pour rétablir la proximité. Parce que le bébé ne fait pas grand-chose.
Quand l'enfant est plus grand à 12 mois, et tous ceux qui ont un bébé entre 18 mois et là vont bien rigoler, ce bébé koala, glu, timbre-poste, ce bébé qui vous suit tout le temps, lui, il peut marcher. Quand ça va pas, qu'est-ce qu'il fait? Il peut pleurer, il peut crier. Et qu'est-ce qu'il fait aussi? Il s'approche de vous pour rétablir la proximité quand ça ne va pas. Qu'est-ce que fait aussi le bébé de 12 mois quand vous le mettez à la crèche le matin et que ce jour-là, il n'a vraiment pas envie de vous laisser partir? Et donc, alarme, on y reviendra. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche. Le bébé, à partir d'un certain âge, s'accroche. Et plus vous essayez de le poser, plus il s'accroche. Tous ces comportements ont comme résultat d'établir la proximité, soit qu'ils amènent la personne qui s'occupe du bébé près du bébé, soit que le bébé amène la proximité. Et que font vos grands adolescents quand d'un seul coup ils ont un grand coup de cafard, qui vous ont pas parlé depuis 3 semaines? Ah, vous, j'avais dit je ferais que la petite enfance. Ça fait rien, c'est juste pour vous sentier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le portable. Et le portable, c'est quand même un comportement de rétablissement de la proximité. Et vous-même, quand il y a un énorme problème, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez à votre figure d'attachement principale. Déjà, ça vous apaise. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'adulte vers qui l'enfant envoie ses signaux, l'enfant a d'ailleurs d'autres signaux en même temps. Parce que, vous savez, les adultes, parfois, ils sont occupés. L'enfant pleure, il répond. Et puis l'enfant pleure plus, on va voir, ils peuvent ne plus répondre. Alors l'enfant a un autre répertoire. Et vous savez que le pouvoir magique d'un bébé, c'est s'il vous regarde ou s'il sourit. Qui peut résister au regard d'un bébé? Personne. Le bébé a aussi des comportements qui vont maintenir la proximité. C'est-à-dire comme si le bébé disait d'abord tu réponds, j'ai besoin, on verra toute la réponse du parent, et je ne te lâcherai pas tant que j'ai besoin de toi. L'adulte donne la proximité et le réconfort par rapport à ses besoins d'attachement. Tous les adultes ne le font pas, mais normalement dans la population générale, qu'est-ce que vous faites quand un bébé pleure? Vous faites « Ah ». Il fallait me regarder là, parce que sinon c'est comportemental. Vous faites « Ah ». Si un bébé pleure et que vous faites « Ah », vous n'avez pas forcément connu la théorie d'attachement, vous savez déjà qu'il y a un problème. On y reviendra. Parce que ce système qui vous fait répondre à ces besoins, c'est aussi un système qui est biologiquement programmé. Mais je vais revenir sur la complexité des systèmes motivationnels. Alors c'est ça le problème de l'attachement. Je passe mon temps à dire « Ah mais je vais y revenir, ah mais je vais vous parler de ça ». Parce que c'est toujours une interaction. Qu'il y a toujours une interaction entre ce qui vient du plus profond de notre mémoire génétique et ce qui est le plus sophistiqué en interaction psychologique. C'est une interaction permanente entre ce qui vient du bébé et ce qui vient de la personne en face. Et je vais donc passer mon temps à dire « Ah mais je vais y revenir », etc. J'en suis désolée pour le propos, mais j'arrive pas à faire autrement, où il faudrait qu'on ait quatre écrans en même temps. Quand l'adulte répond, le système d'attachement du bébé s'éteint. L'enfant n'a plus ses comportements de demande de proximité et on va le voir, il va aller vers d'autres tâches et d'autres intérêts. Alors là, une petite diapositive dense. C'est important cette notion parce que c'est la révolution scientifique de la théorie de l'attachement. C'est lorsque Bowlby a décidé que pour mieux comprendre les besoins du bébé et de son développement, il fallait que nous nous attachions aussi à se servir des autres modèles du vivant et de se servir de la compréhension d'un certain nombre de lois du développement du vivant en inscrivant l'homme dans le monde du vivant. Ça, c'est une révolution scientifique et ça a été l'apport de l'éthologie. En même temps, la théorie analytique ne pouvait pas servir d'éthologie puisqu'elle n'existait pas à l'époque de Freud. N'oublions jamais qu'une théorie, pour se développer, se sert des théories existantes. Et dans 50 ans, je ne sais pas ce qui se dira par rapport à l'attachement. En tout cas, l'idée de ces systèmes d'attachement, systèmes de soins parentaux qui répondent aux besoins d'attachement, systèmes motivationnels, c'est un concept issu de l'éthologie. L'idée, et là les théories évolutionnistes le confirment, si ces systèmes s'expriment toujours dans les espèces humaines actuelles, c'est qu'ils contribuent à la survie de l'espèce. Alors là, en général, ça commence à faire glurp. Parce que parler de la psychologie de l'enfant, quand je commence à vous parler de la survie de l'espèce, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Et pourtant, quelle révolution!
Car à partir du moment où on commence à réfléchir sur les besoins de l'enfant, en termes de quelque chose qui va être nécessaire pour son développement, et la réponse de l'adulte en quelque chose qui va être encore plus optimal pour son développement, avec l'idée que l'enfant devienne adulte, puisse avoir ensuite des enfants, il y a l'idée à ce moment-là d'une puissance du vivant et d'une puissance de l'adaptatif. La théorie de l'attachement, et c'est pour ça que moi je l'aime beaucoup et que je crois que les parents le sentent quand on peut leur dire les mots pour ceux qui n'ont pas le savoir intuitif, c'est qu'on ne culpabilise pas, on ne critique pas, on ne dit pas c'est pas bien, on dit vous n'avez pas pu faire autrement. Il y a cette idée fondamentale qu'on ne peut pas ne pas exprimer un besoin qui vient des systèmes motivationnels et que l'environnement va répondre à ces besoins, que la forme de système va être liée à l'environnement, mais qu'on ne peut pas faire autrement que de s'adapter à l'environnement. Et les choix qui seront faits seront probablement les meilleurs qu'avait le bébé à cette époque-là. Et les choix que font le parent et sont peut-être les meilleurs que peut faire le parent par rapport à une idée optimale de s'adapter. Et cette idée-là, elle est clé. Ces concepts sont aussi génétiquement programmés. Et ce n'est pas inintéressant, par exemple dans notre contexte actuel, où nous n'avons peut-être jamais autant parlé des besoins des bébés et des enfants, et où peut-être on n'y a jamais aussi peu répondu. Il n'y a pas, je crois, à notre époque, de manière aussi généralisée, une organisation, je vais être assez dure, aussi délibérée de ne pas donner une continuité relationnelle suffisante qui respecte les rythmes du bébé dans nos sociétés occidentales. Il n'y a pas jamais eu de période où on ait aussi peu soutenu ceux qui sont responsables d'élever les bébés. Et c'est vraiment intéressant de voir ce contraste sociologique avec le contraste sur les connaissances scientifiques et nos mémoires génétiques. Donc ces systèmes motivationnels sont un ensemble de comportements que je vous ai décrits tout à l'heure pour l'attachement, qui sont activés et éteints par des stimuli spécifiques. Ce n'est pas une décision de l'individu, c'est instinctuel. Si je mets devant vous, pour donner l'exemple des soins parentaux, un petit chien loup de 4 mois, vous ferez tous quelque chose comme « Oh !» Si je vous mets le chien loup de 4 ans, vous ferez la majorité d'entre vous quelque chose comme « Ah !» Et vous n'aurez pas réfléchi. C'est instinctif. Ces comportements liés au système visent à obtenir un objectif défini pour chaque système. Alors effectivement, chez l'espèce humaine, ce n'est pas la nidification. Et encore, combien ici, au moment d'accoucher, quand elles ont commencé à avoir vraiment envie de finir définitivement de ranger la chambre et de faire la valise, les grands-mères ont dit « Oh, ma belle, tu ne devrais pas tarder à bientôt accoucher. » C'est intéressant quand même, quelques mémoires comme ça, un petit peu biologiques. On n'aime pas trop ça, hein. En même temps, dans la théorie de l'attachement, on peut passer du plus biologique, ou vous le verrez, au plus psychologique, et où on peut le plus passer à la mentalisation. Car effectivement, ces comportements sont organisés par un système de représentation. Qu'est-ce qui, dans la tête de l'enfant, va se construire au fur et à mesure du développement pour organiser ses comportements, sa manière de se conduire, pour répondre aux objectifs des systèmes activés. Et là, on va faire plutôt l'attachement et l'exploration. Et ce système de représentation est lié à l'histoire de l'interaction entre le sujet et l'environnement. Ça, c'est encore une révolution scientifique, de considérer les besoins de l'enfant. Il n'y a jamais un bébé seul. Un bébé seul n'existe pas, il ne fonctionne pas seul avant au moins 12 mois. Et encore, c'est rudimentaire. Un bébé ne fonctionne qu'en interpersonnel. Ce que le bébé va construire comme représentation du monde, comme stratégie, n'est pas sa propriété seule. C'est le résultat de la réponse de l'environnement à ses besoins et de ce que ça a donné comme signification. Et ça, c'est une idée formidable pour comprendre aussi le poids des interactions et pour aider aussi les parents à répondre aux besoins des bébés. Alors voilà ce qui déclenche l'attachement. Dès le début de la vie et tout au long de la vie, toute situation d'alarme, de détresse, qu'elle soit extérieure à l'enfant, dans son environnement ou intérieur, déclenchera
des comportements d'attachement. Et à partir de 9 mois, toute distance supérieure à celle que l'enfant supporte de la figure d'attachement à ce moment-là déclenchera des comportements de recherche de proximité. C'est pour ça qu'à partir de 9-12 mois, les enfants détestent être séparés de ceux qui les élèvent si on ne donne pas des conditions adéquates. Qu'est-ce qui se passe par rapport aux simili d'extinction? Ce que le bébé veut, c'est la... Enfin, il ne sait pas qu'il veut, mais il fait comme s'il voulait, puisqu'il l'exprime de manière automatique. Il veut d'abord la proximité de la figure d'attachement. C'est d'abord une théorie spatiale et physique, la théorie de l'attachement. Mais bien sûr, au fur et à mesure de son développement, il lui suffira d'avoir l'accessibilité, la disponibilité, puis l'évocation. L'objectif interne auquel il va viser, c'est cet état émotionnel très particulier qu'il va ressentir quand l'adulte va répondre à sa détresse. Et c'est un état émotionnel très particulier. Regardez ce petit bébé. La gravité douce de ce petit bébé. Relax, calme, sous contrôle. Et c'est fourni par une figure humaine spécifique. La théorie de l'attachement est une théorie des besoins émotionnels des bébés. Vous les avez vus, ces bébés qui pleurent, qui hurlent, parce qu'ils se sont fait mal dans le square. Maman vient les chercher, ils montent sur les genoux et ils se calment immédiatement. Et la voisine du square dit « Ah, c'était du cinéma !» Non, c'était pas du cinéma. Il était en détresse, il a eu la proximité. À ce moment-là, la douleur cède. Et vous, quand vous avez mal? Très mal. Vous n'avez pas moins mal quand vous êtes totalement à côté de votre figure d'attachement et que celle-ci vous console? Bien sûr, si vous avez quelque chose de très douloureux, ça sera limité, mais juste un petit peu. En tout cas, ce même sentiment que vous avez, par exemple, blessé, vous arrivez à l'hôpital, on s'occupe de vous. Très important, cet état émotionnel. Alors, ces besoins de proximité varient en fonction de l'âge, bien sûr. Plus on est grand, moins on a besoin de cette proximité, mais ça dépend de l'état de l'enfant et des conditions environnementales. Par exemple, un enfant de 10 mois qui va à la crèche assez facilement, parce qu'il est habitué à sa référente, le jour où il aura 42 fièvre, il n'ira pas à la crèche. Le jour où il perce la dent et que ça ne va pas, ce jour-là, eh bien maman voit qu'il n'arrive pas à se séparer d'elle. Pourquoi? Parce que là, son état d'alarme active son attachement et que ce qu'il pouvait supporter la veille, il ne supportera pas cet éloignement. Et là, c'est important de savoir que ça existe et de répondre à ce besoin. Alors, qui sont ces figures d'attachement? Vous avez remarqué que jamais je ne dis parents. Bien sûr, je pourrais le dire. Je ne dis ni mère ni parents. Pourquoi? Parce que dans la théorie de l'attachement, ce qui va compter, c'est ceux qui élèvent l'enfant dans les premiers mois de la vie pour les figures d'attachement principales. Et de fait, dans nos sociétés occidentales, c'est quand même assez limité. Il y a une mère, ça en général quand même, comme on dit. On est pratiquement sûr que la seule personne là, quand un bébé naît, c'est la mère. Et c'est quand même, la majorité des cas, celle qui élève l'enfant les premiers mois le plus longtemps. Le père et les substituts parentaux des modes de garde, familiaux ou professionnels qui s'occupent du bébé. Et ce que fait le bébé, c'est qu'en fait, il hiérarchise ces figures d'attachement. Il y a celle dont il attend le plus la sécurité, qui va lui en donner le plus. C'est celle qui s'est occupée le plus souvent, le plus durablement pendant les premiers mois de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il l'aime plus. Ça veut juste dire que s'il y a ces 3 figures d'attachement et qu'il y a une alarme, et que les 3 figures sont là, il se dirigera automatiquement vers une seule. C'est probablement lié à l'origine, je reviens tout à l'heure, éthologique de l'attachement qui avait surtout au début l'idée de protection en gardant le contact près des adultes. Un bébé tout seul dans la nature, ça ne survit pas très longtemps. On y reviendra. Et le problème, c'est que s'il y a une alarme et que vous commencez à vous dire « Vers qui je vais aujourd'hui? Papa? Maman? Ma nounou ?» C'est un petit peu ennuyeux comme réaction d'adaptation au danger. Vous avez intérêt à ne pas réfléchir et à flécher. Or, c'est très important, ces idées-là. Combien de papas qui s'occupent beaucoup de leur enfant, mais qui ne s'en sont pas, par exemple, occupés tout autant les premiers mois, ne comprennent pas que leur bébé, dans un cas de détresse, va aller vers la maman et pas vers le papa. Il est capital à ce moment-là d'expliquer
Ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça a à voir juste avec cette construction du lien d'attachement qui, lorsqu'un bébé est petit, fait qu'il va, en cas de danger, aller vers la maman, si c'est celle-ci la figure d'attachement principale. Mais par contre, si vous êtes avec le papa tout seul, vous une étrangère, et le bébé, là le bébé, s'il a une alarme, il ira vers son papa, pas vers vous. Donc ce sont des éléments très importants, et vous pensez bien comment ça aide aussi pour les décisions de garde alternée, etc., qui peuvent aider des aides à la décision. Chaque figure d'attachement primaire, parce que ce sont les premières du bébé, se construit dans les 9 premiers mois de la vie. Vous vous rendez compte, 9 mois pour construire. C'est pas l'empreinte au sens éthologique des oiseaux. C'est 9 mois pour qu'un bébé construise ce lien privilégié avec ses figures d'attachement. Mais alors là, ce qui va arriver, c'est que chacune de ces figures est irremplaçable, spécifique et non interchangeable. C'est-à-dire que, vous le savez bien, à partir de 9-12 mois, le bébé que vous connaissiez, parce que je sais pas, c'est un petit enfant que vous voyez une fois par mois, qui faisait des grands sourires, parce que les bébés adorent qu'on vienne leur faire des risettes, il a 12 mois, vous l'avez pas vu depuis un mois, vous voyez votre fille et votre gendre qui arrivent, et vous voyez le bébé qui hurle en vous voyant. Dur. Et pourquoi il me faisait un sourire là, moi, il ne me fait plus? Parce qu'un mois pour un bébé, il a tout oublié quand même. Il vous voit. Et là, il est à un âge où lui, il différencie le familier de l'inconnu. Et pour lui, l'inconnu, c'est a priori danger. À ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il dit « Ouh, je me réfugie vers ma maman, que je connais bien. » Et puis, il réapprivoise. C'est le petit renard et le petit prince. Hein. On se réapprivoise. Et ensuite, quand il aura 3 ans, même s'il voit tous les mois, ma mamie, il sautera dans les bras, parce que là, ce sera merveilleux. Mais en cas de détresse, si sa maman est là, il ira vers sa maman. Condition de la sécurité, des expériences répétées de réponses adéquates aux besoins d'attachement du bébé, la continuité des personnes, une prévisibilité, cohérence et des séparations limitées en fonction de l'âge de l'enfant sont nécessaires pour que l'enfant constitue des figures d'attachement dans lesquelles il ait confiance et il se sente en sécurité. Alors, dès qu'on parle d'attachement, ou j'ai plutôt parlé de la détresse, on est, pour montrer la complexité de la théorie, obligé de parler du système d'exploration. Quand on parle de l'attachement avec les bébés, on est toujours frappé qu'à la fois le bébé ait besoin d'aide quand les choses ne vont pas bien, mais comme en même temps, dès que ça va bien, le bébé n'a qu'une envie, c'est d'explorer le monde. Le bébé, il n'a pas envie de rester dans les jupes de sa mère. Alors ça, aucun intérêt. Le bébé, il veut comprendre comment marche le monde. Et ceux qui font beaucoup de psychologie ont connu les travaux de Piaget qui sont extrêmement passionnants et qui d'ailleurs ont validé des intuitions de Bowlby. Et Bowlby était très heureux d'avoir vu toutes les théories de Piaget. La curiosité aide l'enfant à apprendre et comprendre son environnement. Et c'est un des systèmes motivationnels capital pour sa survie, car ça développe son sentiment de compétence. Et en particulier, ce système se développe à partir de 6-9 mois. Légèrement décalé par rapport à l'attachement, si vous me suivez. Puisqu'à 9 mois, l'enfant a plutôt l'idée qu'il a une figure unique et que s'il est trop loin de la figure d'attachement, pour son état, il va pas être très content, il va vouloir rétablir la proximité. Quelle chance! La vie est bien faite, si l'on pense en termes de survie. Car lorsque le bébé commence à crapahuter, ceux ici qui ont le Terrible 2, vous savez, le 18 mois explorateur, avec ses changements importants, moteurs, cognitifs, dans la communication, le bébé découvre la marche. Et il est heureux, hein? À moi le monde. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il contrôle la proximité avec la figure d'attachement. Fini le temps où vous pouviez le laisser dans le parc et aller, enfin là vous êtes obligé de le laisser dans le parc, mais vous pouviez faire au moins prendre votre douche une demi-heure. Une demi-heure c'est un peu long quand même. 5 minutes. Fini. Il s'éloigne pour explorer. Hein, je renvoie à tous ceux qui font les joies du jardin, du square, et de garder un enfant de 2 ans. Quelle fatigue, vous préférez tous aller travailler. C'est beaucoup moins fatigant. Il étend son horizon. Mais alors, en même temps, ce bébé qui explore se place en situation de danger, de frustration, d'impuissance. Comment va l'aider l'attachement? Et justement, c'est quand même assez intéressant, car lorsque notre bébé a besoin de cet attachement, imaginez un bébé qui court
et qui pourrait supporter une distance extrêmement lointaine de sa figure d'attachement. Et ça, même si vous connaissez rien à l'attachement, vous savez qu'un bébé de 15 mois qui court dans la rue à 50 mètres de ses parents, là vous faites alerte. Oui ou non? C'est pas normal. Le bébé, qui nous verrons a une sécurité d'attachement, est un explorateur prudent, intrépide, mais prudent. Et le bébé, au-delà d'une certaine distance, revient parce qu'il est trop loin de sa figure d'attachement, ce qui a un effet de protection formidable. Car si nous devions radariser nos bébés à partir de 18 mois, comme ils en auraient besoin, vu les dangers dans lesquels ils vont s'exposer, je ne vous dis pas dans quel état nous serions. Et je ne suis pas sûre qu'on y arriverait. Finalement, dans cette articulation exploration-attachement, il va y avoir là encore quelque chose qui non seulement développe les compétences du bébé, mais dans une zone de développement optimal qui est toujours finalement, que ce soit du fait des parents ou du fait du bébé, dans une zone de protection. Et effectivement, entre 9 et 12 mois, le bébé constitue le phénomène de base de sécurité avec chacune de ses figures d'attachement. Il résiste aux séparations de la figure d'attachement et il aime maintenir la proximité quand il est en état d'alarme. Il utilise la figure d'attachement comme une base pour explorer et il se tourne vers la figure d'attachement pour chercher du confort et du soutien. Et regardez les deux figures maternelles, c'est tout à fait différent. La base de sécurité, je suis sur ma mère comme le porte-avions avant de m'en aller, à moi le monde. Dans le deuxième cas, regardez l'orientation. Je suis orientée vers la figure d'attachement qui doit m'aider à réguler mon état d'alarme. Là, commencez pas à me divertir l'attention, dit le bébé. C'est pas de ça dont j'ai besoin. L'attachement, bien loin d'interférer avec l'exploration, la stimule. La confiance dans la disponibilité de la figure d'attachement constitue une sorte de tremplin pour affronter des challenges. Et pour la théorie de l'attachement dans les besoins du développement du bébé, c'est le développement d'une vraie autonomie. J'adore cette phrase et j'aime beaucoup la dire aux parents, sur ceux qui ont une histoire d'autonomie un peu compliquée. La vraie autonomie, c'est savoir ce qu'on peut faire tout seul, mais savoir aussi quand on a besoin d'aide. Et c'est ainsi qu'on a ce qu'on appelle le cercle de sécurité, dont on sert beaucoup en clinique. La maman là-haut en base de sécurité. Le bébé, à moi le monde. Hein. C'est la majesty de baby. Enfin, vous savez, c'est ce bébé triomphant qui découvre comment le monde marche, qui sent enfin ses capacités. Manque de peau, c'est un petit lapin, là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et il vient de se faire mordre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin que tu m'aides, que tu me réconfortes. Et il faut là que l'adulte réponde. Et c'est cette base de sécurité qui donne ce mouvement absolument flexible, souple, de réponse à ces besoins d'attachement et d'exploration et qui donne, on verra cette sécurité, une vraie autonomie du bébé. Alors, comment répond le parent au bébé? Cette dimension, ce qu'on appelle le caregiving, je ne peux pas le traduire et je ne le traduirai pas. C'est donner des soins au bébé dans les dimensions d'attachement. Mais soins, ça fait médical, donc on gardera caregiving, j'en suis désolée. Ça n'a pas tout à fait la même chose qu'aimer son enfant. On peut très bien aimer son enfant et ne pas savoir répondre aux besoins d'attachement. C'est la figure parentale qui protège le bébé. Et c'est le bébé qui s'attache aux parents. S'attacher veut dire j'attends la protection de l'adulte. Donner le caregiving, ça veut dire je sais que je dois protéger mon bébé. C'est capital en clinique. C'est capital de répéter aux parents que c'est eux qui doivent protéger le bébé et non pas le bébé. Ce système, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas y insister, est déclenché par toute situation interpersonnelle humaine, mais aussi du monde du vivant, où quelqu'un témoigne d'une vulnérabilité, ou alors est très jeune. Ça alerte les individus sur les besoins des autres. Et le caregiving, c'est répondre à ces besoins d'attachement et d'exploration, par le partage émotionnel, la consolation, le soutien, mais aussi en fournissant des solutions aux problèmes au bébé et en aidant l'enfant, lorsqu'il est plus grand, à trouver ces solutions aux problèmes. Vous voyez, la théorie de l'attachement n'est pas une théorie trop soft, c'est une théorie très dynamique et très stimulante. Le parent peut le faire de manière prévisible et cohérente, de manière adéquate, on va le décrire plus en détail, et s'il s'est trompé, ce qui arrive quand même dans 50% des cas, dans n'importe quelle interaction de parent normal avec son bébé, peut corriger.
« Oh, je me suis trompée, c'était pas ça qu'il fallait faire. » Et il peut le faire, ce qui est capital pour nous tous, même sous conditions de stress. Pensez comment vous êtes dans votre tâche de caregiving, le week-end du dimanche à 11h tranquille, le vendredi soir, jour de grève, en étant rentré de votre journée de travail de 12h. Normalement, là, il y a quelques sourires et rires, car tout le monde se voit en train de faire pas tout à fait le même caregiving. Que fait le parent dans ce caregiving? C'est cette sensibilité à l'attachement et à l'exploration, c'est la capacité du parent à percevoir et à interpréter les signaux du bébé non verbaux, ceux-là c'est les plus difficiles, et verbaux. Combien de parents disent quand il parle ça va mieux, je comprends mieux ce qu'il dit. Le problème c'est qu'avant qu'il parle, il faut quand même attendre 2 ans et demi, 3 ans pour que ce soit un vrai langage qui communique sur les émotions. Qu'est-ce qu'on fait pendant les 3 premières années? Non seulement de percevoir et interpréter de manière adéquate, mais y répondre rapidement, et je répète adéquatement, ça fait vraiment important. Accepter les besoins d'attachement. Ça n'est déjà pas une chose si simple. Tous les parents n'acceptent pas l'idée que leur enfant puisse pleurer ou être triste. Une réponse sensible à la détresse, on va y revenir, et en même temps soutenir tout ce qui est l'exploration. Promouvoir la coopération, essayer d'aider l'enfant à développer des solutions aux problèmes de manière indépendante, avec nous, mais pas nous à sa place, et pas lui tout seul. L'aider à réguler les émotions, l'aider sans intrusion et respecter son timing. Je ne vous dis pas comme c'est le plus difficile. Alors voilà ce que nous faisons tous. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Le caregiving de tout parent, c'est la prose de Monsieur Jourdain. Vous percevez qu'un enfant voit un signal de détresse. Et vous le savez en clinique, tous les parents ne peuvent pas percevoir un signal de détresse. Tous les parents, un enfant qui pleure, ne vont pas dire « Oh, il pleure, il est triste ». Certains parents diront « C'est du cinéma. Il fait ça que pour m'embêter. Vous voyez bien qu'il est en colère. » Je suis sensible. Sensible, c'est « je vais y répondre ». Tous les parents, quand un enfant voit un signal de détresse, ne pourront pas répondre de manière sensible. Je contiens et je partage. Je contiens et je partage, comme ça j'aurai une diapositive, mais je vous la remontrerai rapidement, c'est je vais pouvoir transmettre à mon enfant que je sens ce qu'il ressent, mais que moi je n'en suis pas submergée et que je peux continuer de penser à ce qui va aider mon enfant. Et pour cela, je me mets à réfléchir. Qu'est-ce qui fait pleurer mon bébé? Qu'est-ce qui fait pleurer un bébé? Qu'est-ce qui m'aurait fait pleurer quand j'étais bébé? Je communique des stratégies pour surmonter cette détresse. Je répare mes mauvaises interprétations quand je me suis trompée. Et je peux faire tout cela en conditions de stress. Alors, j'ai donné que quelques images pour vous exemples. Je voulais juste donner 2-3 choses, parce que j'aurais pas le temps, vu déjà le temps qui passe. La lecture scientifique du caregiving, juste la perception des signaux et comment vous répondez pour vous montrer ces dimensions. Quand un bébé est gai et heureux, vous répondez en général au bébé avec l'accordage affectif. Quelque chose comme votre bébé fait et vous allez faire waouh, et vous allez avoir exactement, pas du tout le même registre sensoriel, mais vous aurez le même affect de vitalité que décrivait Stern, c'est-à-dire la même intensité, le même timing et la même courbe décroissance et croissance. Mais si votre bébé pleure, par exemple quelque chose comme « Est-ce que je réponds comme ça? Oh, qu'est-ce que t'es triste !» Là, j'ai fait de l'accordage affectif. Je suis exactement dans le même affect de vitalité que le bébé. Et bien, votre réaction a bien montré que vous avez bien compris que ce n'est pas du tout comme ça qu'on répond à un bébé. Non. En fait, automatiquement, si tout va bien pour vous, vous allez répondre par le mirroring. Vous allez répondre comme ça. « Mais qu'est-ce qui se passe, mon petit pépère? Mais t'as l'air tout triste. » Oui ou non? J'espère, hein, parce que sinon je suis mal. Qu'est-ce qu'on fait? Mon visage exprime la gestalt de tristesse. Oh. Ma prosodie est une prosodie de tristesse. Mais qu'est-ce que t'as l'air triste? Mais
sans m'en rendre compte, j'ai maximisé, ralenti le rythme. Et ça change tout. Je vais vous le faire pour la colère. Un bébé est en colère. Ah, ça suffit! Ça, c'est de l'accordage. C'est moyen. Si par contre, vous le faites en mirroring, vous allez faire quelque chose comme « Oh, bah, qu'est-ce que t'as pas l'air content ?» Et là, je vous fais pas peur. Oui ou non? Voilà, par exemple, des dimensions particulièrement étudiées dans la théorie de l'attachement qui montrent comment un parent, dans cette interaction, va déjà envoyer une expérience différente. Et cette expérience a été parfaitement étudiée. Elle donne au bébé une résonance, mais qui est même dans les circuits biologiques, il y a maintenant des connaissances extraordinaires, où le bébé a quelque chose qui est très important. Je sens que tu sens ce que je ressens. Mais toi, visiblement, ça ne fait pas le même effet. Donc, tu m'aides. Ce qui donne au bébé une expérience fascinante de je peux contenir mes émotions négatives et ne pas en être désorganisé. Et rappelez-vous aussi, c'est une autre image, parce que j'adore cela, le parent réfléchit à ce qui peut se passer dans la tête du bébé. L'espèce humaine est la seule espèce où nous ne répondons pas au comportement, mais nous répondons aux intentions du comportement. C'est la mentalisation, c'est notre spécificité. Le parent transmet à l'enfant et entraîne le développement de ses capacités de mentalisation. Quand on va répondre aux émotionnels du bébé, nous allons passer notre temps à en fait l'entraîner à réaliser que les émotions sont des signaux de communication, que son comportement correspond à des intentions, à des états mentaux, à des états émotionnels particuliers et que nous pouvons les partager. C'est la spécificité de l'espèce humaine. Mais qu'est-ce que tu as l'air triste, mon petit bonhomme? Ça, c'est de la mentalisation. Des parents ne peuvent pas faire cela. Il y a des parents qui sont avec leur bébé et qui sont incapables d'imaginer les états mentaux. Enfin, avouez que si je passais mon temps à faire « Oh, mais qu'est-ce que tu as l'air triste, mon petit bébé !»« Oh, mais qu'est-ce que tu as l'air triste, mon petit bébé !»« Oh, mais qu'est-ce que tu as l'air triste, mon petit bébé !» Excusez-moi de caricaturer, mais c'est pour vous sentiez. Là, vous commenceriez à dire « Ok, ça y est, on a compris. » Mais avouez qu'à la place du bébé, vous diriez « D'accord, enfin bon, ça va. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Parce que, et j'y reviendrai, mais comme ça, si j'arrive un peu plus vite, le bébé tout seul ne peut pas réguler ses émotions négatives. Qu'est-ce que fait le parent quand tout va bien? Eh bien, en même temps, il fait quelque chose comme « Oh, bah qu'est-ce que t'as l'air triste, mon petit pépère, hein? Ben oui, et maman qui est partie sans te regarder, et toi qui t'es senti tout seul, oh là 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 là, et la vilaine maman, et qu'est-ce qu'on va faire pour que ça aille mieux? Eh ben, on regarde ça, etc., etc. » Vous en avez pour une demi-heure. Je ne vous dis pas la richesse interactive. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez en même temps amené à l'enfant toute une série de solutions à son problème, c'est-à-dire une expérience extraordinaire à l'enfant qui est, quand tu es en situation d'alarme, 1, tu n'es pas seul. 2, je comprends ce que tu ressens, même si moi je ne le ressens pas à ce moment-là. 3, je vais t'aider à trouver une solution. Et ensuite, l'enfant, rappelez-vous l'état de sécurité, retrouve le contrôle. Et si le parent s'est trompé, il dit « Oh, mais je me suis trompé, maman a crié trop fort. Et la maman t'a fait peur. Oh, mon pauvre petit pépère. » Et l'enfant expérimente quelque chose de fascinant qui est « J'ai un impact sur l'autre. L'autre en prend conscience. Je vois aussi ce qui marche ou ce qui ne se marche pas. Et je peux en tirer une expérience d'intégration. » Alors en même temps, pour le parent, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. C'est toute la transmission transgénérationnelle de l'attachement. Pour répondre, comme je vous l'ai fait, d'ailleurs vous deviez être fatigué déjà rien qu'à m'entendre, vous imaginez bien que s'il y a plein de stress contextuel, que vous avez plein de problèmes avec votre partenaire, que vous avez plein d'autres personnes dont il faut que vous vous occupiez, que vous avez votre propre système d'attachement qui est activé, vous, parents, parce qu'il y a une situation difficile à gérer, ou parce qu'il y a quelques fantômes dans la chambre d'enfant, alors vous risquez que ce caregiving ne puisse pas être opérationnel. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est une voie extraordinaire pour la clinique et pour le travail avec les parents. La théorie de l'attachement, c'est s'étudier chez les bébés et chez les jeunes enfants tout ce domaine des émotions négatives. C'est le champ de la théorie de l'attachement. Tristesse, peur, colère. Ces émotions basiques
Les bébés ont besoin des adultes pour apprendre à réguler ces émotions négatives. Les bébés tout seuls n'y arrivent pas au-delà d'une certaine intensité. La régulation des émotions négatives n'est pas la propriété du bébé. Elle est liée à l'interaction. Et grâce à cela, elles restent une source de communication et elles sont intégrées au bébé. Si je vous interroge, c'est quoi le plus facile pour vous? Quand vous êtes content et de le dire à ceux que vous aimez ou quand vous n'êtes pas content? C'est quoi le plus facile pour vous? Quand vous y arrivez bien ou quand vous n'y arrivez pas et qu'il faut demander de l'aide? Pourquoi? Parce que tout ce qui est positif, vous n'avez pas eu besoin des adultes qui vous élevaient pour le réguler. C'est votre propriété. Bon, c'était quand même un plus quand les adultes interagissaient. Mais ce n'était pas eux qui vous aidaient à le supporter. Alors que les émotions négatives, quand nous avons été bébés, nous auraient désorganisés, auraient menacé notre survie s'il n'y avait pas eu les adultes pour nous les aider à réguler. Plus tard, cela devient notre propriété. Mais la base est interpersonnelle. Et dans le développement, d'ailleurs, si je vous interroge, pensez à vous-même en état de grand stress. Fonctionnez-vous exactement comme lorsque vous n'êtes pas en état de stress? Et quelles sont vos stratégies? Alors, dans 60% des bébés, à 12 mois, les bébés ont un lien sécure. C'est cet équilibre, exploration, attachement, cette recherche d'aide quand ils n'y arrivent pas, cette autonomie. Ces relations, parce qu'a priori, si tout continue comme cela, est plutôt une source de bonnes prédictions de développement dans leur capacité d'autonomie, cognitive, des relations sociales proches, d'empathie. Vous devez bien vous douter que ça a à voir avec tout ce que le bébé a appris dans ses relations. Mais parfois, l'environnement ne répond pas de manière adéquate, c'est-à-dire qu'il protège l'enfant. Il ne suscite pas de peur, mais il ne répond pas aux besoins de l'attachement. Et là, l'enfant, il faut qu'il s'adapte. Est-ce que vous sentez que lorsque l'attachement est activé, rappelez-vous, il ne peut pas l'éteindre a priori tout seul, il a besoin de l'environnement. Mais si celui-ci ne répond pas de manière adéquate, que fait l'enfant de 1 an ou de 6 mois? Il ne va pas dire, ça ne va pas du tout, tu n'as pas été écouter la conférence de Madame Guédenay, tu es complètement nul. Il ne va pas faire comme l'ado qui dit, non mais c'est pas vrai, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Il ne va pas faire comme vous après 30 ans de thérapie en disant, ah mais maintenant je commence à comprendre pourquoi ma pauvre maman elle faisait ça. Ou mon petit papa il faisait ça. Non. Le bébé est totalement immature, totalement dépendant. Il va falloir trouver des stratégies et il va prendre sur lui, avec des moyens quand même très limités, parce qu'il est tout petit. Finalement, c'est lui qui va répondre à ses propres besoins, si l'environnement ne répond pas. Ou il va maximiser les chances que l'environnement réponde. Et par exemple, juste comme ça, quand l'environnement, chaque fois que le bébé pleure, dit « c'est assez culturel, hein, c'est pas pathologique ». C'est des stratégies adaptatives pas inintéressantes du tout. Allez, t'es grand, tu vas pas pleurer. Et que l'enfant comprend que dès qu'il pleure, c'est plutôt allez, t'es grand. Et que lorsqu'il est gai et que tout va bien, c'est oh, t'es génial, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que vous voulez, l'enfant, il est pragmatique. Lui, il lui faut de la proximité, il lui faut du lien. Il s'adapte. Les bébés, par exemple, peuvent développer des stratégies évitantes qui ont comme but je ne manifeste pas, je ne demande pas et je ne perçois pas en moi-même tout ce qui serait de l'ordre des émotions négatives. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je ne perçois pas, c'est de la défense, parce que le corps, si vous faites par exemple les indices de stress, c'est maximum. Le problème, c'est que c'est pas mal comme autonomie, mais c'est pas terrible pour la lecture des émotions intimes. Dans d'autres cas, l'environnement répond et plutôt très bien, mais c'est un peu imprévisible. Tantôt maman est disponible, ou tantôt papa, c'est comme vous voulez. Tantôt il l'est pas. Et le bébé, il dit mince, quand j'ai besoin, ça répond peut-être. Qu'est-ce que fait le bébé? Il met la sirène d'alarme en hauteur. C'est ces bébés qui maximisent les besoins d'attachement et qui obtiennent ainsi l'attention de leur figure d'attachement. Mais en même temps, quand la figure d'attachement répond, le bébé dit « Quand même, hein, c'était un petit peu vache de ne m'avoir pas répondu la dernière fois. Alors je te dis toute la colère que j'ai que tu m'aies pas répondu. » Et ces interactions que vous voyez souvent dans la vie de tous les jours, vous avez l'enfant qui hurle, la maman qui le prend, elle lui tape dessus, eh ben tu veux pas être dans mes bras, elle le pose, l'enfant hurle, etc. Et ça fait des spirales assez pénibles. Alors que le bébé sécure, vous avez un sentiment de vous dire « Qu'est-ce que j'aimerais bien être à la place de ce bébé ?»
Cette insécurité de l'attachement limite les potentialités de développement optimal. Mais ce n'est pas un trouble, ce n'est pas de la pathologie, ce n'est pas de la vulnérabilité. C'est juste que c'est des stratégies adaptatives un petit peu moins optimales pour le développement. Alors notre attachement, il contribue à la survie de l'individu, protection. Souvent les détracteurs de l'attachement disent quelle idiotie ce truc-là, enfin attendez, ça allait au temps de la préhistoire. Mais enfin la protection physique avec la proximité physique, quelle idiotie. Ah bon? Quelle est la phrase qu'on dit le plus souvent à Paris à un enfant de 18 mois, 2 ans, dans la rue? 1. Donne-moi la main. 2. Tu cours pas plus loin que maman a décidé. Les prédateurs, il y en a partout. L'attachement aide aussi à la régulation psychophysiologique. J'ai pas trop le temps d'en parler là, c'est des voies de découverte sur la psychosomatique extraordinaires. Toutes les mamans ici ont dû le faire, même si elles l'ont pas dit au pédopsychiatre, que quand leur bébé de 20 mois était très malade, elles ont dit au papa, tu vas coucher à côté parce que moi je voudrais surveiller mon bébé. Elles ont pris le bébé, elles l'ont mis sur le ventre, et comme ça, il a dormi. Et le lendemain, elles lui ont dit, maintenant, t'es plus malade, mon petit pépère, tu retournes dans ton lit. Par exemple, les hospitalisations mère-enfant, c'est basé sur ça. Un enfant en proximité de sa maman a une régulation du stress de bien meilleure qualité. C'est le socle de développement de l'intersubjectivité, de la mentalisation. L'attachement contribue au meilleur mode d'emploi des relations sociales et de l'empathie, ce qui est quand même une clé de voûte pour réussir nos relations avec les autres. Et enfin, dans cette base de sécurité, il y a quelque chose de l'ordre d'un tremplin pour affronter les challenges et les crises, et la base pour négocier les conflits. Il y a une grande idée de la sécurité de l'attachement, c'est que cette sécurité de savoir ce qu'on peut faire soi-même, de la confiance dans l'autre, nous aide beaucoup à partir de 3 ans à négocier tous les problèmes d'autorité et de conflit. Mais là, je dépasse la petite enfance, ça sera pour une autre fois. Alors, quelles sont ces représentations? Puisque je vous ai dit quand même, il y avait un modèle qui organisait les comportements. En fait, le bébé, très progressivement, mais il y a déjà des rudiments à 1 an, encore plus sophistiqués à 3 ans. Et alors là, si je vous demandais vos modèles d'attachement, j'en aurais pour une demi-heure d'exploration. Nous avons tous construit, et le bébé construit, dès l'âge de 1 an, un modèle des autres et de soi en situation de détresse. Est-ce que vous sentez que si chaque fois que le bébé a eu besoin d'aide, on lui a répondu, et on lui a répondu d'une manière où il se sente compris et en même temps stimulé dans l'autonomie, il va développer plusieurs certitudes. La confiance dans l'autre en cas de problème. Le sentiment de valeur personnelle au regard de l'autre, même en situation de détresse. Et le sentiment qu'on a une action sur l'autre. Juste pour que vous figuriez, est-ce que vous avez une bonne estime de vous? Est-ce que votre estime de vous, si elle est bonne, est-elle bonne lorsque vous avez tout réussi? Ou est-elle bonne même quand vous n'y arrivez pas? Est-elle bonne sous le regard de n'importe qui? Ou n'est-elle bonne que sous certains regards? Ces questions-là et la manière dont vous allez y répondre ont probablement à voir avec votre histoire d'attachement et tout ce que vous avez pu construire depuis votre petite enfance. Et donc ces modèles, je vais passer plus vite parce que j'en ai déjà parlé, sont formés à partir de l'histoire de l'interaction. Et juste par contre la spécificité pour comprendre, pour l'intérêt pour l'enfant, c'est que si par exemple l'enfant construit quelque chose comme « je ne dois pas percevoir la tristesse » pour l'évitant, c'est pas que la tristesse c'est bien ou pas bien, ça serait un sens moral, c'est beaucoup plus tardif comme acquisition. Si la tristesse est exclue de sa perception en termes de « je m'autorise », c'est car la réaction de l'autre a mis l'enfant dans une telle situation qu'il n'a comme stratégie possible que de dire « ça n'existe pas ». Est-ce que vous voyez la différence avec peut-être ces concepts auxquels vous êtes plus... en France, on est plus habitué, le concept de l'identification projective ou du clivage, où ce qu'on ne veut pas admettre, c'est quelque chose où on ne serait pas content parce qu'on n'aime pas l'image. Non, là, c'est pas c'est bien ou pas bien. C'est qu'à cause de la réaction de l'autre, nous n'avons pas trouvé d'autre stratégie, par exemple, que d'exclure de notre perception quelque chose qui n'était pas autorisé et que nous n'avons pas pu éteindre avec l'autre. Voilà par exemple le modèle du Sécure. Cela ne va pas.
j'ai le droit de ressentir que cela ne va pas. Je vaux la peine d'aller mieux. Je peux supporter de chercher pourquoi je souffre. Il existe des personnes à l'extérieur qui pourront supporter de me voir allant mal ou vulnérable, ou dans le besoin de réconfort ou d'aide, sans indifférence, ni rejet, ni rétorsion. Ce sera moins difficile si j'ai cette aide pour explorer pourquoi je vais mal et pour trouver des solutions. Ça, c'est pas le bébé d'1 an qui fait ça. Mais le bébé de 3-4 ans, il commence. Le bébé de 7 ou 8, l'adolescent, l'adulte. L'évitant. C'est une image, hein, je suis un peu schématique. Je ne ressens jamais la tristesse. Je cherche à me débrouiller par moi-même car je ne peux pas compter sur l'autre. Je porte mon attention sur tout ce qui m'éloigne de la perception de ma détresse. Je ne demande jamais rien, je ne compte que sur moi-même. Là, je pense que certains noms ont dû dire « Oh, ça me ressemble ». Résistant ambivalent. Je ne sais jamais si je peux compter sur les autres. Ils sont tellement imprévisibles et donc décevants. Je me sens tellement dans le besoin des autres et tellement en colère contre eux de ce qu'ils m'infligent comme déception. Je me concentre seulement sur la manière dont je peux attirer leur attention, mais je n'ai plus de disponibilité pour explorer et je sais que je ne peux rien faire par moi-même. Alors, pour terminer vite, si vous avez encore 2 minutes de courage, juste pour donner quelques éléments sur insécurité de l'attachement et risque psychopathologique. L'attachement est juste un facteur de risque qui, avec d'autres facteurs de risque, accroît le risque de psychopathologie. C'est tout. Ça n'est pas un facteur de risque en soi s'il n'y a pas d'autres facteurs de risque. Et voilà, par exemple, par rapport aux troubles du comportement, tous les facteurs qui jouent dans l'idée d'un trouble possible du comportement. Attachement insécure, l'adversité dans la famille avec au niveau le plus environnemental, caractéristiques tempéramentales du bébé, et toutes les attitudes éducatives plus ou moins adéquates des parents. Ce qui est intéressant, c'est que les relations précoces avec ceux qui s'occupent de nous, les caregivers, le CG que j'ai écrit en sigle, c'est que probablement ces actions sont multiples. Il y a probablement une influence sur le développement du cerveau, en particulier dans ces expériences de sécurité et de résonance émotionnelle. Les études actuellement en imagerie sont fascinantes, car on a des ponts entre tout ce qui se passe au niveau le plus relationnel, le plus sophistiqué dans les interactions précoces, et ce qui se passe dans le cerveau. La relation d'attachement va servir comme fondation dans l'autorégulation. L'attachement joue une base capitale pour la régulation du stress. Et la régulation du stress joue un rôle capital dans les possibles troubles du comportement. Et en même temps, va jouer un rôle dans l'idée de chercher de l'aide. Voilà d'ailleurs la diapositive. L'enfant, en même temps, acquiert des modèles. Lorsqu'il voit des parents qui répondent de manière sécurisante, l'enfant développe lui aussi des capacités d'interaction comportementale. Et il a des représentations du monde qui vont plus ou moins faciliter ou pas le problème de troubles du comportement. Je me rappelle toujours comme un exemple, un enfant qui avait cogné très fort sur un autre enfant. Et quand on lui avait demandé « mais qu'est-ce qui s'était passé ?» L'enfant avait dit « mais il est venu avec moi avec son ballon, donc c'était un ennemi. » Est-ce que vous voyez là quel est le style représentationnel qu'a construit cet enfant pour que lorsqu'un enfant arrive à un ballon, l'enfant interprète a priori que c'est une situation d'attaque. L'attachement n'explique pas tout, mais il est pratiquement sûr que cet enfant n'a pas dû avoir beaucoup de relations sécurisantes pour qu'a priori, quand quelqu'un vient avec lui, il se sent plutôt menacé que dans une relation de confiance. 80% des sujets dans les populations cliniques psychiatriques d'enfants ou d'adolescents ont des attachements insécures, alors qu'en population générale, c'est 30%. Bien sûr, c'est une prédiction modérée. Aucun phénomène psychologique ne contribue d'une manière majeure à expliquer un phénomène ultérieur. C'est la complexité de l'espèce humaine. La prédiction, elle est toujours en termes de trajectoire probabilistique. Si vous avez un attachement insécure et d'autres facteurs de risque, vous avez beaucoup plus de risques d'avoir des troubles du comportement, par exemple,
ou un problème psy, mais en termes de groupe. Cette prédiction n'est pas individuelle. Personne dans l'état actuel des connaissances ne peut prédire pour un enfant ce que sera sa trajectoire future. Et si un attachement sécure est un facteur de prédiction de plus de potentialité, personne ne peut garantir que pour cet enfant-là, la vie sera toujours une vie plus facile tout au long de la vie. Cette idée de l'attachement est donc à considérer non seulement en termes d'interaction comme un modèle extraordinaire pour comprendre certaines dimensions des interactions, mais aussi, et c'est là où je vais conclure, comme aussi à comprendre comme des facteurs de risque qui permettent d'agir vite, tôt, parce qu'on peut modifier les interactions parents-enfants quand c'est très précoce, beaucoup plus facilement que de jouer sur le tempérament, sur le gène, sur l'adversité, sur le ghetto où le parent vit, etc. Et donc, ce n'est pas en termes de fatalité, l'attachement n'est pas prédictif, mais en termes de attention, en termes de signal d'alarme, ou au contraire de facteurs de protection. Et je mettais lutter contre l'angélisme ou le laisser-faire. Et je termine sur ces belles images d'attachement d'un enfant en pleine sécurité, avec sa maman ou avec son papa, et qui nous quitte pour aller explorer le monde. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Nicole Guednet. Si vous avez vous voulez faire des interventions, si vous avez des questions, voilà, Madame lève le... Tout d'abord, je tiens à vous remercier. J'ai trouvé votre conférence hyper intéressante. Merci beaucoup. Bon, je fais rarement de compliments. Mais je voudrais savoir quels sont les rapports de la théorie de l'attachement avec tout ce que j'ai pu lire sur Françoise Dolto. Apparemment, ça me paraît pas... Si, mais c'est pas... Ça devient... Enfin, j'ai fait exprès de faire référence à la psychanalyse. Comme j'avais qu'une heure, je me suis dit, si... Vous soulevez un problème passionnant et très français. Puisque Françoise Dolto, elle est surtout connue en France. Tous les pédopsychiatres de l'époque de Françoise Dolto et après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont contribué à faire naître cette idée que le bébé était une personne, étaient tous des psychanalystes, parce qu'à l'époque, c'est la seule théorie qui travaillait sur la notion d'espace psychique, d'inconscient, et les pédopsychiatres, qui étaient psychanalystes, ont tous compris l'importance de l'interaction. Quand je vous ai dit, je ne pouvais pas parce que j'avais qu'une heure, le nombre de concepts dans lesquels j'ai parlé, vous avez dit, bah Winnicott le disait. La question, c'est que ce que Françoise Dolto, par exemple, sentait, ce que tous les psychanalystes du bébé et de l'enfant très jeune ont senti, Bion, Winnicott, etc., était avec les outils de l'époque. Et ce sont tous les cliniciens, les bons cliniciens, perçoivent les mêmes choses. Et ils ont théorisé un certain nombre de choses avec les théories de l'époque. La question, c'est que depuis, il y a de nouvelles connaissances. Et que si les phénomènes cliniques restent toujours les mêmes, et Dolto avait des intuitions qui restent extraordinaires, l'optimisme de Winnicott, si ce n'est pas un modèle interne de sécure, je ne sais pas ce que c'est. Le problème, c'est qu'à un moment, du Dolto, vous ne pouvez plus transmettre. Vous faites du Dolto, vous voyez ce que je veux dire? Mais par exemple, transmettre Dolto à quelqu'un qui est un jeune, vous n'y arrivez pas. Transmettre du Winnicott à un jeune étudiant en psycho, vous répétez les concepts, mais vous ne transmettez pas. Pas facilement. Vous transmettez des métaphores. L'intérêt des nouvelles théories, attachement, intersubjectivité, approche des neurosciences, ce sont des nouveaux outils. Et là, on arrive à des grandes discussions qui sont quand même typiquement franco-françaises. Je ne suis pas très langue de bois, donc vous m'excuserez. Qui deviennent idéologiques. Les normes, je vous ai dit très très subtilement, j'ai dit la théorie d'attachement est mal connue en France. J'étais très dans l'euphémisme. Elle a été tabouisée en France, il faut quand même dire les choses. Myriam David, qui est la seule Française avec Geneviève Appel, pour ceux qui connaissent un peu la pédopsychiatrie, les deux seules Françaises à avoir travaillé avec Bowlby et qui ont imprégné ce qu'elles ont essayé de faire dans la protection de l'enfance avec Bowlby, disaient « si nous citions Bowlby, nous étions exclus de la conférence ». Il y a quelque chose de typiquement dans notre pays qui est que les idées comptent plus que l'intérêt, je vais dire, en termes de pragmatisme ou en termes de... Si une théorie explique mieux, c'est pas qu'elle est en train
de disqualifier un autre, c'est que ça n'existait pas à l'époque. Ayant moi-même une formation analytique large comme n'importe qui de ma génération, ça me suis très à l'aise. Comme je dis, la psychanalyse a découvert 2 choses extraordinaires qui suffisent à justifier l'importance capitale qu'elle a eue dans le monde scientifique et le monde de l'enfance. 1, l'inconscient existe. 2, notre enfance joue dans notre futur. Mais elle était basée sur un certain nombre de théories de l'époque. Et elle a été basée depuis l'étude de l'adulte, et qui n'allait pas très bien, en remontant sur le bébé. Ce qui, en termes scientifiques, est moyen. Les nouvelles théories sont parties plutôt des gens qui allaient, enfin la population générale, et de partir du développement précoce pour aller comprendre, en inférer ce qui pouvait être négatif. Si je vous dis par exemple que les nouvelles théories actuelles du développement des neurosciences, et je vous recommande d'ailleurs le livre de Cyrulnik qui est merveilleux sur De chair et d'âme, où il montre bien cette notion justement de pont, mais pas d'analogie, on ne peut pas faire d'analogie. Cette idée que si l'inconscient, vous le remplacez avec de nouvelles découvertes sur la mémoire procédurale, par exemple, ce que nous avons comme souvenir entre 0 et 2 ans, nous ne pouvons pas l'évoquer, mais ça n'est jamais effacé. Et en conditions de stress, nous retrouverons le fonctionnement le plus ancien. Si nous remplaçons l'enfant dans l'adulte, le passé dans l'adulte par qu'est-ce qu'on savait de l'enfant au XIXe siècle, qu'est-ce qu'on sait de l'enfant maintenant, forcément il y a des choses qui vont bouger. Et l'apport de la théorie, mais d'ailleurs c'est pas que la théorie d'attachement, c'est toutes les théories actuelles. Il y a toujours une histoire dans la science. La psychanalyse, c'était se centrer sur l'individu. Il y a une vie psychique complexe. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, toutes les découvertes, ça a été quels sont les processus interpersonnels, cybernétiques, systémiques, neurosciences, etc. Donc, effectivement, certaines intuitions de Dolto sont toujours d'actualité et vous les revisitez, enfin là c'est très schématique ce que j'ai dit, et il n'y aura aucun problème. Mais c'est plus facile à transmettre. Et puis d'autres intuitions ne seront peut-être pas adéquates. La censure de l'amante, par exemple, je ne suis pas sûre que ce soit, la censure de l'amante, pour ceux qui connaissent, c'est le père est le séparateur, et il est très important que très précocement, il dise à sa femme que la vie sexuelle continue et qu'il faut qu'elle laisse le petit. Ça, si vous voulez, ça, la théorie de l'attachement dit, oui, d'accord, mais enfin, peut-être pas les premiers mois. Parce que le bébé a besoin d'une réponse, et d'ailleurs, c'est pas forcément exclusif les deux, mais si à un moment le bébé a besoin, c'est lui qui passe en priorité. Donc, vous voyez, à un moment, enfin, j'ai peut-être répondu à moitié à votre question, mais vous avez soulevé ce sujet polémique et j'ai essayé d'éviter. Est-ce qu'il y a une autre question, intervention? Oui. Attendez, je vous passe un micro. Oui, bonsoir. Merci pour votre exposé. Comment peut-on imaginer que cette théorie soit une théorie innée, intégrée dans le génome, ou en tout cas biologiquement intégrée, et qu'il soit ensuite aussi difficile à la mettre en application quand on est adulte vis-à-vis de nos parents, comme si nous l'avions complètement ensuite oublié? Si c'était totalement intégré, il serait facile d'avoir cette relation d'attachement entre parents et enfants. Or, il est particulièrement difficile de la mettre en application. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir compris votre question. Vous me dites si j'aurais... Si c'était inné, excusez-moi, ce serait naturel, ça a permis la survie de l'espèce. Donc c'est quelque chose qui serait extrêmement naturel, puisque ça a permis la survie de l'espèce. Oui. Or, dans la pratique, les relations entre enfants, parents, dans cette théorie, très difficile à mettre en application. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de problèmes par rapport à nos enfants, à comprendre justement cet attachement. On est souvent... sinon, votre exposé n'aurait pas lieu d'être s'il était extrêmement facile d'avoir un attachement et une compréhension de cette théorie vis-à-vis de nos enfants. Alors, c'est toujours le problème un peu des exposés trop brefs qui sont schématiques. Ce qui est programmé, c'est les signaux du bébé de réclamer la proximité. Oui, mais l'adulte ne les comprend plus ou a des difficultés à les comprendre. Parce que... Voilà, excusez-moi, je n'avais pas compris votre question exactement. C'est parce que là, ce que vous êtes en train d'évoquer, c'est la question du transgénérationnel. Mais, je vais vous renvoyer votre question. C'est pas tout le monde qui est intéressé par l'attachement. La grande question, c'est qu'en fait, si vous faites des populations générales, dans 90%
des populations générales, les réponses sont tout à fait de l'ordre, soit réponses qui favorisent l'attachement sécure, soit évitant et ambivalent résistant, qui sont des stratégies très adaptatives. 90% des parents ont le savoir inné suffisant pour répondre. Alors peut-être que comme mon propos était un peu schématique, ça donne une idée tellement idéale de la réponse aux parents. N'oubliez pas que j'ai dit dans 50% des cas, on se trompe. Oui. Qui vont répondre aux enfants. En même temps, votre question pose une idée tout à fait capitale, et ça c'est encore le point qu'on n'est pas encore, on ne peut pas répondre. C'est finalement quelle est la marge de manœuvre qui fait qu'on est dans une réponse vraiment inadéquate, qui va entraîner vraiment des problèmes d'attachement, et puis la réponse suffisamment adéquate pour que ça aille bien et qui n'est peut-être pas aussi idéal que ce que j'ai décrit quand on décrit toutes les dimensions. D'ailleurs, 20% des enfants dans les orphelinats roumains font des attachements sécures. Ce qui est possible, et je vous remercie de votre question au début, parce que je ne l'ai pas comprise, donc je n'arrivais pas à répondre. En fait, tout ce que j'ai évoqué sur la manière dont le parent répond à l'enfant, si on fait toutes les études, cette sensibilité, ça explique à peu près 25% du phénomène de sécurité d'attachement. Ce qui est énorme en prédiction psychologique, mais qui n'est pas 100%. Ce qu'on a aussi beaucoup de mal en clinique, il y a une grande différence entre la population générale et une population clinique. Clinique, c'est juste des gens qui disent « je sens que j'y arrive pas, j'aurais besoin d'aide, je me pose des questions ». En population clinique, en général, on répond assez facilement bien à peu près à tous les domaines. Plus on est dans des interactions transgénérationnelles compliquées, plus on a des strates très compliquées. Population générale, vous avez beaucoup plus de chances que le papa sécure épouse une maman sécure, et s'ils sont dans un milieu à risque modéré, et un bébé plutôt doué, et ça va aller bien. Si vous avez un attachement insécure, vous avez plus de chances d'avoir quelqu'un qui a un attachement insécure, et ça va complexifier. En même temps, dans le transgénérationnel, il est assez frappant que des parents qui ont eu des histoires d'attachement avec leurs parents terribles arrivent à protéger leur enfant de cette transmission. Et d'autres n'y arrivent pas. Et on est encore tout au début de voir quels sont les facteurs qui vont répondre ou pas. Il est fort possible aussi que, rappelez-vous toujours le 50% d'erreurs, ce qui est probablement très différent pour nos enfants, c'est la manière dont nous répondons pas adéquatement, mais enfin raisonnablement, et la manière quand nous répondons en les effrayant. Je vais vous donner un exemple. Il y a un saut en termes d'attachement entre les parents qui ne répondent pas forcément adéquatement, mais qui gardent une marge de manœuvre assez... on n'explose pas. Et puis ceux qui vont faire des choses qui effraient l'enfant d'une manière incompréhensible et qui ne corrigent pas après. Beaucoup de parents le font, mais en même temps, dans la population générale, c'est 10%. En clinique, c'est 80%. Quand nous avons une histoire transgénérationnelle difficile, mais tous les parents n'ont pas une histoire transgénérationnelle difficile. Et c'est très intéressant quand on fait une recherche en population générale et qu'on compare avec les parents qu'on voit en clinique. Les parents que je vois en clinique pédopsychiatrique, ils ont tous une histoire compliquée avec leurs parents, dont ils font des choses très différentes. Soit qu'ils en fassent quelque chose qui est « je ne répondrai jamais à mon bébé, comme moi on m'a répondu ». Soit qu'ils disent « eh ben on m'a répondu comme ça, il n'y a pas de problème, et alors ? Pourquoi est-ce que je changerais ?» Soit qu'ils disent « je voudrais tellement transmettre autre chose à mes enfants, mais je n'y arrive pas ». 90% en population générale des enfants ont un attachement adaptatif ou sécure. Ça va bien avec la survie de l'espèce. L'idée non plus, c'est pas que vous avez un attachement désorganisé, ça ne va pas marcher. Hein. Mais par exemple, d'ailleurs Spitz l'avait très bien dit hein, quand il avait fait l'enfant avec les hospitalismes, des enfants dans les orphelinats roumains. C'est sûr qu'il faut quand même... On a l'impression que l'enfant, il ne lui faut pas beaucoup de choses pour développer un attachement. L'enfant ne peut pas ne pas s'attacher. Il ne lui faut pas grand-chose. Dans les orphelinats roumains, il suffit peut-être qu'il y ait une nurse qui vienne 5 minutes par jour avec juste un petit sourire. Et l'enfant va peut-être se servir de ça, pas pour faire un attachement sécure, hein, mais pour garder quelque chose. Et puis il y en a qui n'ont pas d'attachement, du tout. Dans les orphelinats roumains, dans les adoptions internationales, vous en voyez beaucoup. Je dis roumains, mais chinois, ce que vous voulez. Des internats de très mauvaise qualité.
ces enfants-là ont un très mauvais développement, en termes même de survie physique, en termes de relations des modes d'emploi, des relations sociales. Ils ont plus de risques de ne pas arriver à l'âge adulte, et leur développement est catastrophique. Donc bien sûr, vous avez raison de souligner que mon article est complètement résumé, mais l'idée c'est plus un bébé a un besoin inné d'attachement. Et normalement, dans la très grande majorité des cas, le parent répond d'une manière suffisamment adéquate, et là vous entendez Winnicott, pour que le bébé construise ce sentiment de sécurité. Par contre, en population clinique, quand il y a des traumatismes de l'attachement, oui, là il y a des vulnérabilités, qui sont d'ailleurs pas en termes de mort immédiate, hein. Mais par exemple, il y a des études qui ont montré que vous avez de moins bons choix par rapport au choix de votre partenaire, vous avez de moins bonnes capacités d'arriver à mieux transmettre à vos bébés les meilleures compétences, en termes de groupe, pas d'individu. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonsoir. En début d'exposé, vous avez parlé de contraste qu'il existerait entre le système sociologique actuel et le savoir instinctif et scientifique qu'on arrive à acquérir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez préciser un peu de quoi il s'agit? On m'a demandé il y a 2 mois de faire un topo et on l'avait intitulé Contexte sociologique actuel et besoin d'attachement du bébé, une équation impossible à résoudre. Je suis très féministe, hein. Je précise tout de suite. Non, parce que la théorie de l'attachement a par exemple été, attaquée avec une violence par le milieu féministe américain qui est incroyable. Parce que tout de suite, quand même, c'est ce problème-là. Il y a quand même l'idée, là, tous les scientifiques qui s'occupent du développement du bébé disent le bébé a besoin de relations continues, durables, avec que quelques personnes. Pas forcément la mère, mais avec quelques personnes. Et ce serait quand même adéquat pour son développement que pendant les premiers mois de sa vie, et idéalement 1 an, pourquoi croyez-vous que nos collègues d'Europe du Nord ont des congés de maternité d'1 an, qui sont quand même en général très en avance dans la protection de l'enfant, pour qu'il ait le temps de constituer ces figures d'attachement très très spécifiques. Et ensuite, on fait le relais sur d'autres modes de garde. S'il y a besoin, en particulier pour la reprise du travail, de celui qui a élevé l'enfant. Oui, je suis neutre, hein. Je n'ai pas dit la maman ni le papa. Bon, en même temps, je suis désolée pour les féministes purs et durs, mais enfin, les mères sont quand même plus biologiquement équipées pour savoir s'occuper du bébé au début, et les bébés sont biologiquement plus équipés pour, très préférentiellement, reconnaître encore plus vite la familiarité de leur maman. Je suis désolée, c'est comme ça. Et tout ça, c'est aussi parce que la mère est la seule qui est là à la naissance. Donc, vaut mieux... Non, mais c'est bête, hein. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai lu ça, je me suis mis à rigoler en disant, mais c'est vrai que c'est une évidence. Alors, je digresse, hein. Le problème, moi, je ne sais pas comment vous êtes en ce moment, je suis terrifiée par le problème actuel qui se pose pour les crèches par rapport aux politiques actuelles en termes de restriction de moyens et, par exemple, même que les conséquences des 35 heures. Moi, je suis terrifiée avec les congés de maternité si brefs. Combien de mamans voudraient avoir le choix de pouvoir aller aussi longtemps qu'elles voudraient pour élever leur bébé? Parfois, c'est 4 mois, 6 mois, 9 mois, mais pas 2 mois et demi. Qu'on laisse pouvoir laisser le choix. Est-ce qu'on pense? Parce que bien sûr, on dit les bébés, ils n'ont pas besoin de tellement de choses. Finalement, 1 heure de bonne relation, ça suffit pour un bébé. D'accord. OK. Et là, je suis d'accord avec vous, hein, c'est vrai, il n'y a peut-être pas besoin de plus qu'1 heure par jour. C'est juste que, quand la phrase la plus fréquente que nous disons actuellement à nos enfants dans nos sociétés occidentales, où nous sommes 80% de couples, où les 2 travaillons, la phrase la plus fréquente que nous disons à nos enfants, c'est « dépêche-toi ». Or, tous les psychologues du développement, et là c'est pas que les attachmentistes, disent « pendant les premiers mois, il faut respecter le rythme du bébé ». C'est le bébé qui tient la danse des interactions et des rythmes, et on doit le suivre, en tout cas respecter ses rythmes. Donc, enfin, parce que je pense que si un jour il y a un combat politique que je mènerai, c'est le combat pour qu'on laisse au moins aux parents cette possibilité d'élever les enfants et que si, ils souhaitent déléguer, les conditions d'accueil des enfants soient extrêmement favorables.
On est quand même actuellement même dans les meilleures crèches du monde, et on a beau dire qu'en France, on est dans un des meilleurs pays, d'accord, mais j'avais donné cette phrase-là. Une maman a des triplés. Qu'est-ce que tout le monde pense ici? Oui, on est d'accord. Et tout le monde va dire, faut de l'aide. Quel est le ratio d'adultes pour les enfants en crèche? Il est de 1 à 5 à 1 à 8 pour les enfants qui ne marchent pas. Comment ça se fait que ce phénomène-là ne dérange personne, alors que le premier vous a fait tous sursauter? Donc voilà pour moi les problèmes qui se posent. Il vaut mieux dire qu'il y a des problèmes pour trouver des solutions, que de dire il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas de solution. Ce qui est une stratégie protectrice normale, mais qui, je pense, ne fait pas avancer le schmilblick. D'ailleurs, vous voyez, tout de suite, je commence à m'enflammer, parce que c'est quand même vraiment une question d'antinomie, de refus, je crois, de considérer. Vous vous rappelez mon petit schéma où j'ai mis tous les facteurs qui jouent sur le caregiving, que quand on a la tâche d'élever un enfant, celui qui l'a doit avoir les conditions pour pouvoir le faire de manière satisfaisante. Les conditions actuelles de soutien aux familles, surtout dans la société occidentale, où il n'y a pas beaucoup d'aide, il n'y a pas beaucoup de familles élargies, il n'y a pas beaucoup de soutien matériel, tout le monde travaille dans des conditions pas toujours faciles. Je ne parle pas de ceux qui travaillent 5 heures par jour, à 20 minutes de leur mode de travail, avec la nounou à plein temps, qui n'est pas elle-même maltraitante. Vous voyez, bon là, ok, ça va. Mais ça n'est pas le cas. Et quand on voit l'épuisement de ceux qui ont en tâche de s'occuper d'un bébé, où vous êtes de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous ne pouvez jamais décrocher le bip, je pense qu'il y a un vrai problème à dire. Tant mieux le travail féminin, tant mieux qu'il y ait de choix, mais prenons en compte aussi les besoins des bébés. Et ce que les parents savent, combien de parents disent, parce qu'il va falloir que je reprenne trop vite le travail, je préfère alors ils disent pas m'attacher à mon bébé, parce que sinon ça va être trop intolérable. Quel dommage. Donc c'était ça un petit peu que je voulais, de manière schématique, dire à nos pouvoirs politiques. Je vois qu'il y a des mamans et des papas qui se sont retrouvés. Voilà. Il y a encore une question ici et une là-bas, et voilà, 3, et on arrêtera pour ce soir. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'application de ces théories en France, néanmoins, actuellement? C'est-à-dire, vous voulez comment? Il n'y a pas beaucoup de monde en France encore qui connaît cette théorie. Ce qu'on voit, c'est que ça se développe. On n'est pas beaucoup à la connaître vraiment de manière approfondie. On a mis 10 ans pour arriver à la maîtriser. Pour vous donner un exemple pour la complexité, parce qu'elle commence juste à être autorisée, mais c'est vrai qu'actuellement, pour un peu la faire passer, on la met à la sauce analogique. Et on dit, mais finalement, c'est comme la psychanalyse. Ce qui ne sert à rien. Enfin, c'est autre chose, c'est une théorie d'une complexité extraordinaire. Quand les étudiants sortent du diplôme universitaire où il y a 116 heures de cours, non-stop, ils disent, on est révolutionné, mais on se sent tout seul et on n'est encore pas capable de l'appliquer parce que ça fait une trop grande révolution. Donc c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui l'appliquent. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se familiariser, de la connaître de manière approfondie. Il y a eu des congrès pour les professionnels qui ont essayé de divulguer les choses. Il y a beaucoup de formations qui sont demandées. Là, par exemple, les Médecins du Monde me demandent d'intervenir plusieurs fois par an pour former les bénévoles qui font les accompagnements aux besoins d'attachement. C'est en train en ce moment d'introduire, mais on sent qu'il y a un manque. Parce que les applications sont assez fascinantes. Elles sont bien sûr fascinantes dans le domaine de la petite enfance, ça c'est sûr. Mais dans le domaine, par exemple, de toute la théorisation des facteurs non spécifiques, des psychothérapies, de toute la demande de la relation d'aide, par exemple, de l'alliance thérapeutique. Elles sont capitales pour aider à prendre des décisions pour tous les domaines de la protection de l'enfance, pour le domaine des gardes alternées et des divorces. Elles sont capitales pour comprendre des facteurs par exemple pour les personnes âgées. Il y a tout un circuit en ce moment de développement, puisque c'est une théorie tout active tout au long de la vie. Donc sur la personne âgée et de révolutionner la pratique des soins aux personnes âgées. C'est bouleversant. Dans les soins palliatifs,
etc. Mais c'est vrai qu'en France, vous soulignez le problème, elle est juste en train de commencer, alors que dans les autres pays du monde entier, hein, pas que les Américains, on a 30 ans de retard. Donc c'est pour ça d'ailleurs dans la bibliographie sur le site, on m'avait demandé de donner quelques livres à la fois anglais et français, pour ceux que ça intéresse, qui permet justement de beaucoup réfléchir sur les approches. En particulier, ça vous avez entendu, peut-être parce que je travaille beaucoup avec les parents et les jeunes enfants. Alors, comme j'ai toujours, on est toujours là à dire, ah bah oui, les parents, on passe une vidéo de parents avec un enfant en France, quand même. On est tous là à voir ce qui va pas bien. Et c'est terrible parce que avec les mamans et les papas, c'est toujours trop ou jamais assez. Enfin, ça va jamais, de toute façon. Il y a quelque chose là qui est insupportable. Et dans nos pratiques de théorie de l'attachement ou de théorie du développement, parce que là, c'est plus que l'attachement, c'est la psychologie développementale, c'est toujours a priori penser que les gens font le mieux. Et pour vous donner une image de comment ça change la pratique, c'est une image que j'aime bien raconter, parce que ça a été un bouleversement pour moi. Et d'ailleurs, j'ai donné le livre de Freiberg aussi à lire qui a été traduit en français. C'est une dame qui m'a dit un jour, avec beaucoup de courage, hein, parce qu'il faut le dire, je la connaissais depuis 1 an, elle me dit... Vous savez, en fait, je bats mon enfant qui avait 4 ans avec une pantoufle quand vraiment il est trop difficile. Effectivement, vous savez, battre un enfant avec une pantoufle de 4 ans, notre époque, c'est moyen. Donc j'ai fait glurp et je commençais dans ma tête à me dire, oh là 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 là, la protection de l'enfance, qu'est-ce qui va se passer? Et là, grâce à l'attachement, à la théorie, grâce à la psychologie du développement, grâce à des gens comme Selma Freiberg, j'ai posé une question que je n'aurais jamais posée avant. Et je lui ai dit, mais pourquoi avec une pantoufle? Ce qui quand même surprend. Et à ce moment-là, la dame, très émue, me dit, vous savez, enfin vous en doutez, et d'ailleurs en général quand je raconte ça comme ça, un exemple aux parents, il faut toujours donner notre savoir aux parents, il y en a toujours, ceux qui savent pourquoi elle a dit ça, c'est toujours des parents qui ont été maltraités. Et bien sûr, la dame me dit, quand j'étais petite, mon père me tapait avec une ceinture de cuir, et vous savez, avec le médaillon de fer. Et ça faisait tellement mal que je me suis juré que ça, jamais je le ferai à mon petit. Alors une pantoufle, c'est plus doux. Ah, si vous voyez la différence. Parce que là, c'est possible à ce moment-là de dire, mais mon Dieu, c'est extraordinaire que vous ayez pu, vous, justement, malgré la difficulté des relations avec vos parents, trouver en vous quelque chose qui fasse que vous sentiez qu'il ne faut pas faire peur au bébé trop. Mais votre enfant, c'est pas vous. Lui, il a eu d'autres choses de vous. Et si vous, alors que vous lui donnez tant, il y a des moments où vous perdez le contrôle et vous tapez avec la pantoufle, vous risquez de lui faire peur, comme vous avez peur. Et là, elle peut comprendre, sans avoir été jugée, sans avoir été critiquée. Parce que à l'adulte en face, on a dit, vous avez fait des choses formidables. C'est le caregiving. Et à l'enfant, avec son traumatisme d'attachement, dans le parent, on a dit, qu'est-ce que ça a dû être dur. Et là, alors, pour répondre à la question que vous m'aviez posée, si le parent peut toucher cette émotion-là, alors il verra celle de l'enfant. Et vous revenez à ce que j'ai décrit sur le mirroring, etc. Voilà des exemples de comment ça révolutionne la pratique. Donc, une question, je vous donne le micro. Bonsoir, donc c'est très intéressant, mais c'est vrai que ça va un petit peu vite. J'ai un peu eu du mal à me concentrer pour réfléchir en même temps, c'est vrai que c'est pas facile. J'aurais une question par rapport à l'attachement. Quelle est la différence entre l'attachement et l'affection? Et puis, attendez, encore une deuxième question. L'attachement plus l'affection, tout ce qui est affectif, est-ce que ça donne... ça nous donne confiance en nous après, quand on grandit? Une estime de soi aussi, est-ce que ça permet ça? Est-ce que si on a ces deux choses-là, l'attachement et... Est-ce que ça nous donne notre confiance et une sécurité pour plus tard? Alors, tout à fait, vous aviez attachement et affection. Affection, c'est l'amour. Ça, c'est un phénomène à définir extrêmement compliqué. L'attachement fait un des liens de l'affection. Mais vous pouvez aimer très fort quelqu'un et ne pas savoir le protéger. Quand vous êtes avec des parents maltraitants, par exemple, que vous devez prendre une décision de placement d'un enfant,
et que le parent dit « mais moi j'aime mon enfant », si vous lui dites pas « mais oui, je sais que vous aimez votre enfant, je n'en doute pas », mais que si vous ne savez pas le protéger alors qu'il est petit, là vous ne répondez pas à des besoins vitaux. Vous l'aimez, mais vous ne répondez pas aux besoins vitaux. Si on a besoin, par exemple, de placer votre enfant, c'est pas parce que vous l'aimez pas. C'est parce que vous ne pouvez pas répondre aux besoins de protection et qu'ils sont prioritaires. Vous avez des gens qui aiment leur enfant et qui disent « moi j'aime mon enfant et pour qu'il soit fort dans la vie, je lui donne 3 coups de martinet tous les soirs. Comme ça, il s'endurcit et dans la vie, s'en sortira. Parce que moi, c'est ce qui m'a sauvé. » Et ils aiment leurs enfants. Mais ils ne savent pas répondre aux besoins d'attachement. Par contre, répondre aux besoins d'attachement peut être tout à fait possible, même si vous n'aimez pas quelqu'un. Je vous donne un exemple. Vous avez un collègue de travail, c'est indifférent. Bonjour, bonsoir. Et puis, ce jour-là, il a une sacrée tête. Et il vous dit, oh là, ça n'a pas l'air d'aller. Et il vous dit, je sais pas moi, je viens de perdre ma sœur, je viens de perdre ma maman. Il est très triste. Vous allez avoir quelque chose qui va faire « oh ». C'est-à-dire vous allez lui parler, peut-être le toucher, se rapprocher, que vous n'auriez jamais fait d'habitude. Parce que là, il y aura quelque chose de vulnérabilité qui déclenchera en vous un besoin de protection. Et peut-être que cette personne qui d'habitude ne demande jamais rien, là, elle aura besoin de dire « oh là, ça va pas ». Il n'y a pas d'affection. Par contre, dans les relations parents-enfants, il y a d'habitude de l'attachement du côté du bébé, du caregiving, du côté du parent, parce que l'attachement, c'est du côté de l'enfant vers l'adulte. Ça, c'est vraiment une idée importante. L'attachement, c'est je cherche la sécurité. Répondre aux besoins d'attachement, c'est j'aime et je sais protéger. Alors après, peut-être pour terminer, l'estime de soi. Vous avez vu d'ailleurs tout à l'heure, on avait évoqué l'idée, l'estime de soi. Il y a plusieurs composantes dans l'estime de soi. Il y a une composante, il y en a plusieurs, et vous d'ailleurs une que je vais rajouter grâce à votre intervention. Il y en a une qui est, je sais ce que je peux faire par moi-même. Je sais que je peux gagner des challenges. C'est des systèmes de maîtrise, coping, etc. Je sais ce que je peux faire. Très important pour l'estime de soi. Il y a le fait, et là je crois qu'on reviendra à l'affection, j'ai été quelqu'un de spécial et unique pour quelqu'un d'autre. Vital. Si dans votre vie, vous avez eu l'impression que pour au moins une personne, vous avez été quelqu'un d'unique et spécial, c'est bon pour l'estime de soi. Mais la question, avez-vous eu l'impression que vous avez été unique et spécial parce que vous étiez vous-même, avec votre vulnérabilité, votre impuissance, ce qui ne va pas, ou quelqu'un de spécial parce que vous deviez toujours être formidable? Et est-ce que vous voyez que là, il va y avoir bien une nouvelle nuance. Donc, il y a la 3e nuance de l'estime de soi. J'ai toujours eu l'impression que même en situation de détresse, pour les gens importants pour moi, j'avais de la valeur et j'étais digne d'amour. Ça, c'est aussi une nuance de l'estime de soi. Voilà, donc on va prendre une dernière intervention. Bonsoir. Merci pour cette merveilleuse conférence. Merci à vous. J'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, ce qu'il se passe lorsque la figure d'attachement change à la fin de la petite enfance, par exemple vers 3 ans, enfin quand l'enfant a déjà développé un peu d'attachement. Merci infiniment. Eh bien là, vous soulevez le problème terrible des pertes des figures d'attachement. Et Bowlby, rappelons-le, est le premier professionnel qui s'est intéressé au deuil des enfants, par exemple. Sujet jusque-là absolument tabou. C'est Bowlby qui s'est intéressé au drame, et il disait quelque chose d'assez bouleversant. Il disait « le drame pour les enfants de perdre leur figure d'attachement ». Ce drame, tout le monde le subodorait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et en particulier parce qu'à la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait jamais eu encore dans l'espèce humaine des phénomènes sociologiques où tant d'enfants aient été séparés de leurs parents en Angleterre, surtout. Nous, en France, on n'a pas connu la même chose. Il y a eu la Shoah, mais c'est autre chose.
en France, et Anna Freud disait « Quelle catastrophe qu'on ait pu faire vivre des choses comme ça aux enfants ». Mais Bowlby a été le premier à travailler sur la rupture des liens d'attachement. Il savait de quoi il parlait d'ailleurs, vu que sa maman s'occupait pas trop de lui, et il avait été élevé par une nounou qui est partie à 4 ans. Et puis à 7 ans, comme en Angleterre à cette époque, il est allé en internat. Donc lui savait ce que c'était. Et là, c'est le problème de la perte de la figure d'attachement, qui peut être une catastrophe. Surtout lorsqu'elle n'est pas accompagnée par les autres, par ceux qui restent. Une figure d'attachement n'est pas remplaçable. On peut en créer d'autres. Excusez-moi, dans l'exposé, on en crée tout au long de notre vie. Mais elle n'efface pas. Ce sont d'autres. Par contre, et la théorie d'attachement sensibilise énormément aux continuités relationnelles. Quand des parents vous racontent qu'il y a une nounou qui s'occupait de l'enfant à 3 ans, puis après ils l'ont viré, c'est une catastrophe pour l'enfant. Surtout si les parents ne s'occupent pas de l'enfant. Et c'est important de sensibiliser à cela. Les deuils, alors là c'est encore plus une catastrophe, puisqu'en général, s'il y a la perte d'une figure d'attachement, si c'est un parent, l'autre parent est endeuillé. On perd 2. Et on sait que perdre une figure d'attachement principale, enfin en tout cas dans les parents, ceux qui élèvent, ou la nounou, avant 11 ans, et quand même, enfin je ne vais pas dire une catastrophe, parce que s'il y en a ici qui ont perdu, c'est une catastrophe. Mais tous les enfants survivent. La question c'est, est-ce que l'environnement va pouvoir aider l'enfant à survivre le mieux possible? Mais il y a une stratégie très simple pour survivre. Vous effacez tous les souvenirs avant. Et il n'y a pas de problème. Mais ce sont des facteurs de vulnérabilité. Et nous devons être très attentifs. Actuellement, par exemple, il y a un livre magnifique d'Alicia Lieberman qui a été, mais qui n'est pas traduit encore en français. On se bat pour qu'il soit traduit sur le deuil précoce des enfants. Comment aider un enfant à traverser ces épreuves pour que ce soit une épreuve, mais que ce soit plus un traumatisme. Mais vous avez soulevé là une question capitale. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup Nicole Guednet pour cette conférence. Merci de votre attention.